Bonjour à tous et bienvenue. Je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau live. Comme vous le savez, on se retrouve tous les vendredis ou mercredi comme aujourd'hui pour rencontrer des personnes qui ont un parcours inspirant. D'habitude, je vous présente des conseillères en images et là, j'avais envie de vous présenter Dorothée Raffray parce que j'ai eu la chance de la rencontrer sur LinkedIn au hasard d'un post Instagram, un post LinkedIn, pardon. On a échangé, on a trouvé pas mal de points communs dans nos parcours et je me suis dit que c'était vraiment une personne à vous présenter. Donc vraiment, Dorothée, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Merci à toi d'être là. Et donc, comme tu le sais, on a 3 questions rituelles pour ce live. 3 questions qui te permettent en fait, tout simplement qui permettent aux personnes qui suivent ce live de s'y retrouver et en même temps de voir un peu comment est-ce que toi tu peux fonctionner. Donc la première question, c'est qui es-tu? Quel est ton parcours? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ça, c'est la deuxième question. Donc, ton activité aujourd'hui. Et en l'occurrence, est-ce qu'elle a changé par rapport au début? Parce que ça, c'est aussi quelque chose que j'aimerais transmettre aux personnes qui nous suivent, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas linéaire, ça peut être justement en dents de scie et que c'est OK avec ça, donc pas de souci. Et la troisième question rituelle, c'est toujours la même, c'est quels sont les outils auxquels tu ne pourrais pas renoncer aujourd'hui? Alors évidemment, quand c'est une conseillère en image que j'ai en face de moi, je m'attends à ce qu'elle me parle de conseiller en image, mais c'est pas toujours le cas et c'est très bien. Toi, tu vas peut-être nous parler davantage d'entrepreneuriat et c'est super parce que c'est ça aussi l'idée de ces lives, c'est de donner des pistes, des inspirations par rapport aussi à des outils d'entrepreneuriat. Est-ce que ça te va? Est-ce qu'on est parti? C'est trop bien, parfait, let's Génial. go. Eh bien, allons-y. Alors, donc, Dorothée, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, s'il te plaît? Ouais, carrément. Mais tu vois, je vais peut-être un peu m'avancer et en fait, je vais te répondre d'abord à la question de qu'est-ce que je fais aujourd'hui parce que ça va vachement mieux expliquer d'où est-ce que je viens. Aujourd'hui, moi, j'ai un métier qui a des anglicismes de l'enfer. Moi, je suis business coach, experte en gross marketing, CMO en part-time. Qu'est-ce que ça veut dire globalement? Moi, j'aide les entreprises, donc particulièrement les PME ou les solopreneurs, à gagner plus d'argent, donc à faire plus de chiffre d'affaires, en améliorant leurs techniques de marketing ou de vente. Et tout ça, c'est en fait un peu un espèce d'énorme hasard que je sois tombée dedans. Parce que moi, à l'origine, alors je suis quelqu'un, une très bonne élève. J'étais première de collège, première de lycée, bac avec mention très bien. Mais moi, ce que je rêvais, c'était d'être Marion Cotillard et de faire des études de théâtre. La réalité, c'est que je viens d'une famille bretonne, un peu tradie et catholique, et que du coup, des études de saltimbanque, c'était hors de question. Donc mes parents ne m'ont pas laissé le choix que de me dire fais des études, fais un bac plus 5 et si après tu as encore envie de faire du théâtre, on en reparlera. Bon, la suite vous l'avez deviné, c'est qu'a priori je n'ai jamais repris le théâtre. Et donc moi je suis partie en prépa, j'ai eu la chance d'être prise dans une bonne école de co. Euh, et tout allait bien, mais en vrai, je m'ennuyais un peu. La prépa, c'était cool, ça m'a permis d'être avec des gens où ça allait enfin assez vite pour moi, parce que je m'ennuyais un peu au lycée, etc. Mais j'étais pas passionnée par ce que je fais. Du coup, je commence à faire plein de stages un peu différents, du sales, des RH, du produit, un peu tous les trucs dont tout le monde parle en me disant waouh, c'est des jobs de ouf quand tu pars en école de co. Sympa parce que j'ai une personnalité extravertie et que je m'engage et que je suis très engagée quand je fais quelque chose, mais je sens pas la flamme vibrer. Et c'était il y a peut-être 10 ans de ça, je dois partir à un stage que je suis hyper contente d'avoir décroché au Canada dans une structure en tant qu'assistante RH dans une structure sportive. Trop bien. J'ai mon billet pour le 4 janvier et le 2 janvier, je reçois un refus de visa. Refus de visa très chiant sur une erreur administrative à la con en plus. Sauf que du coup, un peu la panique. Je peux pas aller au Canada. J'ai pas le droit. C'est des PVT, tout le truc de visa fait que j'ai pas le droit de repostuler. C'est l'enfer. Et du coup, je me dis bon bah faut que je trouve un truc en catastrophe. Parce que tous les gros stages des grosses boîtes sont pris. Enfin, c'est l'enfer. Et je me retrouve dans une petite start-up. En fait, il y a une petite start-up et j'aime bien leur annonce. Je vais en entretien. L'entretien se passe très bien. Mais au départ, je refuse le poste. Ils me le proposent, mais je le refuse parce qu'en fait, la REM est trop basse. Et en fait, ils me rappellent et ils me disent, non, mais on te veut vraiment. On est prêt à doubler la REM du poste, etc. Ouf, tu vois, quand t'es Carrément. stagiaire. Et du coup, j'arrive dans cet univers où c'est dans l'industrie du vin. C'est le plus gros concurrent sur le marché, c'est Mon Petit Ballon, pour ceux qui connaissent. Euh, et du coup, donc eux, ils sont axés très 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 premium, donc ils ont une toute petite audience et des vins beaucoup plus. Enfin, c'est une audience encore plus haute que Mon Petit Ballon.
On est vraiment sur des gens qui ont des pouvoirs d'achat assez conséquents. Et dans cette petite start-up, on est 6, dont les 3 cofondateurs qui sont des multi-entrepreneurs, qui ont la cinquantaine. Pour eux, c'est leur start-up plaisir. Et du coup, moi au quotidien, je suis avec mon maître de stage. Il y a le sommelier qui passe régulièrement. Et en vrai, on cravache et on fait plein de trucs. On fait de la logistique, on fait les réseaux sociaux, on a la newsletter. Moi, je m'occupe du service client, etc. Je tombe en amour de l'univers de la startup, de l'univers du digital. Et en fait, où je me dis, en fait, c'est ça que je veux faire. Et donc là, revirement, moi qui étais un peu plus partie sur le côté grand groupe, RH ou produit, blablabla, pas du tout. Je pars dans le digital, côté start-up, et j'avais envie de repartir à l'étranger. Et du coup, j'atterris à Berlin, dans une pareille, dans une start-up, là, dans l'automobile. Moi, j'ai fait des concessions sur les secteurs. Il y a des gens qui choisissent de bosser dans un secteur. C'est le cas des conseillères en images qui disent je vais bosser dans la mode. Moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai choisi un métier et je me suis dit après, la façon de le faire est peu importante et surtout particulièrement quand on fait du market, c'est pas tant le secteur qui importe que ton audience. Mhm. Pour des produits équivalents mais qui adressent pas les mêmes classes d'âge, les mêmes tranches de population, tu auras un marketing complètement différent, une façon de faire ton marketing complètement différente. Euh, et d'ailleurs aujourd'hui, dans tous les solopreneurs que je coach ou dans tous les PME que je coach, c'est un peu le sujet. Et donc, je pars là-dedans, je fais 5 ans dans cette boîte, c'est génial parce qu'il se passe plein de trucs. C'est une petite boîte, mais qui est rachetée par une énorme boîte PSA, donc Peugeot. Et donc, on est une petite boîte avec des petites équipes, mais des gros moyens. Donc, on peut faire plein de trucs, on s'éclate. Moi, j'ai beaucoup de gens qui changent dans l'équipe, donc beaucoup d'apports. On a des Américains, des Japonais, c'est une équipe internationale. Je vis à Berlin. Je bosse principalement pour le marché français et espagnol, donc j'utilise surtout le français et l'espagnol dans mes langues courantes, mais vraiment, c'est top. Et du coup, je fais ça pendant 5 ans, c'est trop bien, mais je décide de rentrer en France pour des raisons perso, parce que je me voyais pas faire ma vie là-bas, parce que pour mille et une raisons. Et du coup, je rentre, et sauf que je rentre et on me crée un poste sur place, parce que la boîte est franco-allemande, donc ils me disent, OK, trop bien, et ben on te crée un poste sur place, sauf que c'est l'automobile et que 3 mois plus tard, c'est le Ah, Covid. Qui dit Covid et l'automobile dit que c'est pas la teuf. c'est clair. Euh, je, ils me font mettre au chômage partiel et donc au bout de 4-5 mois, alors que toutes les équipes reprennent et pas moi, euh, ils me disent en fait on voulait créer une agence en interne avec toi, un projet intrapreneurial, etc. Mais du coup le contexte n'est pas bon, tous les budgets des annonceurs, des autres manufactureurs, comment est-ce qu'on dit en français, Les les fabricants? Renault, les Jaguar, les fabricants, merci, pardon, désolé, le fait d'avoir bossé dans cette Pas boîte en de anglais, j'ai surtout les mots anglais. Euh, bon, ça s'arrête. Et du coup, je décide de partir dans le secteur de la food. Et là, le secteur de la food, pour le coup, un secteur qui est en plein boom avec le Covid, où en fait tout le monde ne pense qu'à manger. Donc je pars chez Kitok, c'est dingue. Je reste 1 an et demi là-bas, c'est fou. Euh, et vraiment, je m'éclate pareil. Mais alors on taffe comme des malades, il y a une pression de l'enfer. Et là, on a Carrefour en actionnaire majoritaire. Et je vais pas diffamer, mais Carrefour, c'est pas les actionnaires les plus tendres. Ils te font un peu tourner la tête en bourrique. Et au bout d'1 an et demi, quand malheureusement le concurrent numéro 1 mondial, en fait, a doublé ses moyens et très fort, Carrefour décide en gros de ce qu'on appelle d'escaler. Donc en gros, alors qu'à l'époque, on dépensait 1 million d'euros en budget marketing par mois, ils nous disent, en fait, là, on n'y arrive pas, c'est trop de cash à brûler. Tant pis, on abandonne la place de numéro 1 français, on la laisse à HelloFresh, qui est le numéro 1 mondial, et on accepte un peu la place de numéro 2. Et qui dit d'escaler veut dire des budgets moins intéressants, et surtout, il faut virer la moitié de l'équipe. Ouais. Et en fait, ils commencent par un plan de départ volontaire, et en fait, moi, je lève la main très vite, où je leur dis, bon, les gars, ça va être vachement moins intéressant pour moi, 1 an et demi, c'était bien, en vrai, je suis rincée, let's go, je pars. Et ça, c'était il y a 3 ans. Et sauf qu'en vrai, je pars sans plan. Je ne sais pas ce que je vais faire après. Vraiment, je me dis, j'en sais rien. En vrai, ça fait 7 ans que je bosse comme une malade, je suis rincée. Et au même moment, malheureusement, je vis une rupture amoureuse et mon papa rentre en phase terminale de cancer. Et donc, un moment un peu Ouais, c'est difficile du côté un familial. moment compliqué et c'est pas plus mal finalement d'être libéré du boulot. Ouais, mais c'est-à-dire que tout est arrivé. J'ai d'abord su pour le boulot. 2 semaines après, je savais pour mon père. Et 2 semaines après, mon ex me quitte. Enfin, vraiment. Ah, c'est comment on dit, la succession, l'escalade, quoi, Ah, infernale. ouais, ouais, ouais. Il y a une chanson de ça, de Angèle là-dessus. C'est la théorie de Oui, Murphy. oui, oui. Oui, oui, Ouais. la tartine de Nutella, toujours sur le côté Nutella. Voilà.
Exactement, c'est l'enfer. Et en fait, moi, je fais un bilan de compétences à l'époque avec un organisme qui s'appelle Chance, et je tombe sur une super coach chez eux. Et je me rends compte que très probablement qu'en fait, j'ai envie de monter ma boîte. Sauf que dans qui, dans quoi. Donc, je me lance en gros à peu près 9 mois, un an après cette rupture co. Et la réalité, c'est que tu vois, tu te disais, est-ce que tu sais, est-ce que tu as beaucoup changé depuis le début? Je savais pas où j'allais. Je ne savais pas où j'allais. J'avais une première idée, je me suis lancée là-dedans avec un syndrome de l'imposteur, de l'espace, avec le fait de se dire l'entrepreneuriat, j'y connais rien. Et c'est hyper dur quand tu as été 7 ans experte, que t'étais aide de ton département, enfin tu vois, que t'étais à la tête de ton département, que tu avais des équipes, etc. De devenir solo, de devoir se vendre, etc. C'est alors que pourtant mon expertise, c'est de savoir faire grandir une boîte. Mon expertise, c'est de savoir faire de la pub, c'est de savoir déterminer un message marketing. Et ben la réalité, c'est que quand c'est à propos de toi et qu'il faut apprendre à te vendre, ce qui est très différent Ouais, d'attirer des clients, ouais. euh, catastrophe. Globalement, la première année, je me cherche, je fais plein de trucs, je fais du freelance, enfin, je fais un peu de tout et n'importe quoi. Je lance une formation qui marche pas, que ceci, que cela. J'ai encore le chômage, donc je suis tranquille niveau thune. Parce que j'avais un gros salaire avant, donc enfin, j'ai pas le problème. Mais je vois la fin de mon chômage arriver et le fait que pour l'instant, j'ai pas un produit viable. C'est un peu le souci quand on est entrepreneur. C'est en fait, est-ce que tu trouves en tout cas ton premier produit, qui est ton produit rentable, sur lequel tu es confiant de vendre, tu sais que tu as de l'expertise, et ben, il est pas si facile quand quand t'as pas déjà un espèce d'objectif en tête de genre très précis quand tu te lances. Il est pas si facile que ça à trouver. Je le constate chez beaucoup de gens. Mais du Et coup, du coup, pour monter une image, en fait, en c'est pas gros, je facile, quoi. C'est ça aussi, le fait de dire, bah, qu'est-ce que je choisis, tu vois, pour raccrocher au côté concerne image, c'est un peu la même chose. C'est qu'est-ce que je vais vendre au final et ouais, qu'est-ce que je choisis de mettre en avant. exactement. Et qu'est-ce qu'on choisit qu'est-ce qu'on choisit? En fait, il y a un truc hyper important dans le. Attends, je rebranche. Je crois que ma lumière, elle s'est je sais pas pourquoi ma lumière a décidé d'arrêter de marcher. On s'en fout. On voit à peu près bien. Il y a un truc hyper important dans le personal branding, moi, qui est une leçon que j'ai mis un peu de temps à enregistrer. Et d'ailleurs, quand on m'a dit la phrase la première fois, j'ai vachement été contre ce truc-là et depuis, je l'ai énormément adopté. Le personal branding et sa communication, c'est accepter de couper des bouts de soi pour ne présenter qu'une partie. La réalité, c'est quand on veut être ce qu'on appelle top of mind, donc quand on veut être mémorable, que les gens se souviennent de nous, en fait, les gens ne peuvent pas se souvenir de nous sur toute la palette de réalisations et de compétences qu'on a. C'est impossible. Et évidemment qu'on est tous. Moi, j'aime pas trop ces sujets il y a plein de gens qui sont à la mode de multipotentiel, etc. Je pense que tout le monde est Je multipotentiel. suis d'accord avec toi. Évidemment qu'on a tous plein de centres d'intérêt, plein d'aires de compétences différentes. Mais la réalité, c'est que par contre, en communication, pour se rendre mémorable, il faut accepter de ne présenter au monde qu'une à deux parties, en tout cas qu'une à deux palettes de toute cette palette qui compose la complexité de notre être, etc. Et c'est hyper Totalement important. Et c'est pour ça que d'accord. trouver son produit, c'est parfois dur. C'est de dire, en fait, c'est trouver un peu son best-seller. Quelles sont les meilleures parties qui vont te rendre mémorable, qui vont te rendre identifiable, différenciable, etc. J'aime bien prendre l'exemple de Nike. Nike aujourd'hui, c'est des milliers de baskets, des fringues de sport, c'est même des fringues presque de ville, ils font des casquettes, ils font tout. De Mais la l'équipement. réalité de l'équipement, mais la réalité c'est que si tu penses à Nike, bah tu penses aux baskets. Bah oui. En fait, c'est leur best-seller, Ouais. c'est leur meilleur truc. Si tu prends, je suis sûre qu'on pourrait prendre, tu prends Dyson, la marque, la réalité c'est qu'ils font plein d'électroménagers de luxe, mais leur best-seller, c'est l'aspirateur. C'est C'est clair. accepter de dire, en tout cas dans la mémorisation, on va axer au début. Je dis pas que quand on devient plus grand, quand on devient une grosse marque, on peut pas adopter ça. Mais quand on est petit, quand on est solo, il faut accepter ce truc de couper un peu des parties de soi, ce qui fait mal, hein, ce qui est dur à accepter, mais dire, OK, sur quoi je me rends identifiable? Ça ne veut pas dire qu'on abandonne le reste et qu'il n'existe pas. Mais le plus dur chez les clients, c'est de mettre le pied dans la porte. Et en fait, pour mettre le pied dans la porte, c'est plus simple d'arriver avec un seul produit qui, idéalement, est le produit qui répond le plus, tu vois, à ta douleur personnelle, etc. Moi, ça a mis, je dirais, à peu près 1 an à 1 an et demi que je comprenne que ce qui m'intéressait, déjà, avec qui je préférais bosser, parce qu'il y a ça.
parce que dans tes personas, t'en as plein et la réalité, en fait, le sujet, c'est pas de dire c'est qui mon meilleur personnage, c'est de dire c'est qui, avec qui toi t'as envie de bosser. Enfin, franchement, moi je parle à des gens qui ont des enfin qui ont des clients qui sont tous là il y a pas longtemps. C'est pas une de mes clientes, c'est quelqu'un que j'ai rencontré. C'est une nana qui est ce qu'on appelle home organizer. Donc elle fait, elle organise les maisons, etc. Il y a Son pas mal de client conseillers en avec image qui s'orientent là-dessus, justement. voilà. Et ben dans les home organizers, elle s'est rendue compte qu'une audience à qui elle plaisait énormément, à qui le travail qu'elle faisait plaisait énormément, c'est les mecs qui se font larguer à 50 ans, qui ont toujours eu bobonne à la maison, qui a tout géré à la maison, et qui d'un coup, à 50 ans, qui sont plutôt des CSP+ pour les moyens, mais qui doivent se retrouver à meubler un appartement, savoir où sont rangés le sopalin, enfin ce genre de trucs. Et en fait, pour eux, c'est lunaire. Tout ce qu'ils veulent, eux, c'est ils viennent de rompre avec la mère de leurs enfants. Ce qu'ils veulent, c'est aller faire du golf avec les potes, faire des dîners, des machins, organiser la baraque, zéro. Et donc cette nana-là, en gros, c'est des clients avec qui elle s'entend plutôt bien. Et du coup, elle a dit, bah vas-y, je vais en faire mon client idéal, c'est ça. Mais pour ça, il a fallu qu'elle bosse avec plein d'autres clients. Et surtout, il y a un autre aspect hyper important, c'est que en axant sa communication sur un ou deux aspects de son travail et sur un persona, en fait, ça va pas nous couper des autres. Ça va, te rendre plus identifiable et te permettre de mieux convertir sur cette audience. Et tu vas voir qu'en vrai, tu vas attirer d'autres gens. Et si à un moment tu te rends compte que c'est une autre audience avec qui tu veux bosser, eh ben tu changeras ta com. Mais ça veut pas dire que ça change tes compétences ou pas. Tout à fait. Et en fait, moi, dans mon parcours, c'est ce qui m'est un peu arrivé. C'est que moi, je venais du monde des startups, donc je voulais bosser avec les startups, avec les gros noms, avec les machins, avec les trucs. C'est chiant de bosser avec les startups, putain. Franchement, ils ont des budgets rikiki. Enfin, rikiki, c'est pas vrai, mais ils ont des petits budgets pour des attentes hors Ouais, normes. ils veulent Donc, ils te devenir mettent une licorne, donc pression. forcément, Ouais, folie, quoi. et ils te mettent une pression de l'enfer. En fait, j'étais là, mais en fait, j'ai pas du tout envie. Et en fait, au fur et à mesure, moi, de fréquenter des solos, des indés, j'étais là, mais en fait, pas du tout. C'est cette audience-là qui est aussi sympa. Alors, il y a un petit aspect un peu élitiste de moi qui dit, bon, bah, du coup, je vais pas bosser avec les gros noms et un jour, je serai pas la directrice marketing qui a changé la face de tel truc. Ok, fine. Mais par contre, au quotidien, je bosse qu'avec des clients que j'aime. Euh, et c'est ça enfin, c'est ça qui fait qu'on kiffe, quoi. Et donc, moi, ça a mis un an à ce que je réalise que, en fait, j'avais envie de bosser avec les solos, mais j'arrivais pas à l'accepter. Et moi, il y a eu un événement perso qui a un peu changé la donne, c'est que j'ai perdu ma meilleure amie il y a 8 mois maintenant, d'un accident. Elle s'est fait renverser par un camion, donc bah, Ah, trop. pas le truc qu'on prévoit. Ouais. Et en fait, d'être aussi malheureuse et ça te fait un peu reconsidérer tout ce que tu fais. Et du coup, je me suis botté les fesses. J'ai pris un coach business pour m'aider, même si moi aujourd'hui je suis coach business. Oui, j'ai besoin Bien de quelqu'un qui fasse sûr, ping-pong avec moi évidemment. pour rebondir sur mes idées. Euh, et du coup, qui m'a aidé à construire mon offre pour les solos. Et ça fait 6 mois qu'elle existe, 6 mois que j'ai jamais fait. C'est pas vrai, j'avais déjà fait des CA aussi importants, mais que je commence à avoir un CA très confortable, que j'adore ce que je fais, que là en ce moment j'ai accepté d'arrêter d'avoir des idées de grandeur, de ok, je vais avoir une boîte qui scale. Je suis là, tu sais quoi, en fait. En ce moment, j'ai plutôt envie d'affiner ce truc-là et je pense que ça m'amènera vers une boîte scalable à un moment. Mais je suis plus dans, je suis en tout cas moins dans, je veux lancer la formation et devenir la référence de. Non, là, je veux affiner mes techniques, bosser, enfin quelque part mon nouveau métier de coach business, d'apprendre comment est-ce qu'on fait de la prospection, comment est-ce qu'on améliore ses candidatures. Et pourtant, ça fait 10 ans que je suis dans le métier et je me rends compte que j'ai encore des trucs à aller creuser, à aller apprendre. Et donc, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis quand même CMO en part-time pour une boîte à chaque fois parce que c'est sympa, etc. Mais je bosse plus avec des S'il te plaît. startups. Qu'est-ce que Ah tu pardon, veux c'est directrice marketing. dire? CMO, Chief Marketing Officer, c'est le nouveau nom trendy des directeurs et directrices marketing. Donc, je suis directrice marketing d'une boîte à temps partagé. Ce que j'aime bien, parce que du coup, ça me permet quand même de voir des thématiques très globales, etc. C'est hyper intéressant. Et l'autre moitié du temps, du coup, je suis coach business et je kiffe. C'est trop Voilà. bien. Donc finalement, tu as fait un travail sur toi pour te rendre Voilà. compte que il y a des choses de toi, tu parlais d'ego, tu parlais du fait que tu avais besoin de travailler pour des entreprises un peu plus au top, justement pour te sentir bien, et qu'en même temps, tu as appris à mettre ça de côté pour te dire, en fait, c'est pas ma priorité. Déjà, ma priorité, c'est que mon entreprise fonctionne et que j'arrive à en tirer un chiffre d'affaires qui me permet de vivre et qui me permet d'être bien avec des clients avec lesquels j'ai envie de bosser, et quitte à Ouais, ce que ça vienne après et que finalement, c'est OK de pas avoir tout du premier coup parce que c'est aussi le fait que exactement. toi aussi tu évolues, quoi. Exactement. C'est vraiment ce sujet de
comment tu acceptes de dire en fait il y a des moments où tu es dans des étapes et en fait va jusqu'à la complétion de cette étape-là avant de passer à la prochaine. On passe pas de on est un bébé et on sait même pas se tenir enfin on sait même pas se tenir droit assis à on court un marathon. En fait, il y a toute une progression et dans l'entrepreneuriat, c'est vachement pareil. J'étais très impatiente au début. Je pense que c'est un truc qui est moi que je vois chez beaucoup des jeunes entrepreneurs que j'accompagne. On est très impatient au début et c'est normal et c'est sain. Et c'est quelque part la durée qui te fait réaliser que c'est un marathon et que du coup bah c'est ok, on va courir kilomètre après kilomètre. En fait, on peut pas passer du kilomètre 1 au kilomètre 5 en claquant des doigts, quoi. Exactement, et que c'est Après, de discipline. ouais, ouais. Et après, il y a des gens qui courent plus ou moins vite. Et il y a des gens qui vont prendre des départs très rapides et puis qui vont un peu s'épuiser et puis qui vont se reprendre. Il y a des gens qui vont avoir une vitesse assez constante. Il y a ceux qui vont démarrer très lentement et qui vont gagner en exponentiel. C'est comme un marathon. La seule chose, c'est que personne ne peut passer d'un kilomètre à l'autre sans le courir, quoi. C'est clair. Et j'aime bien ce que tu dis parce que finalement, la question, c'est pas tant quel entrepreneur es-tu, mais quel coureur es-tu? Est-ce que tu es un coureur qui va privilégier la vitesse et du coup, tu vas être vite fatigué et tu vas avoir besoin de beaucoup de temps pour te ressourcer et repartir? Ou est-ce qu'au contraire, tu es en mode diesel, tu sais, tu prends un peu plus de temps pour démarrer, mais une fois que tu es parti, c'est bon. Et finalement, qu'on soit l'un ou l'autre, on peut aussi choisir de devenir l'autre pour pouvoir justement adapter en fonction de son parcours et de ce qu'on arrive à faire. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et c'est hyper dur, je pense, que ça s'apprend chez l'entrepreneuriat à arrêter de se comparer, à se dire, ah, mais alors, cette personne, elle a tout réussi du premier coup. La réalité, c'est que, mais on le dit souvent, en fait, tu compares son step 28, enfin, son kilomètre 28 à ton kilomètre 5, et elle a pas vécu les mêmes trucs que toi, elle a pas eu les mêmes difficultés, elle te partage pas tout, enfin, Ouais, c'est ça. c'est très dur d'arrêter de se comparer, mais en fait, s'il le faut, la seule chose, c'est de te dire, c'est quoi par rapport à toi, par rapport à quel style de vie tu veux, tu vois. Et puis moi, c'est aussi le truc, c'est qu'effectivement, des fois, il y a des réussites que j'envie chez certains de mes confrères, sauf que je sais très bien que eux, ils ont sacrifié leur relation amoureuse, ils ont passé les week-ends. Bah, moi, la réalité, c'est que je suis trop bien dans ma relation avec mon mec, que du coup, bah, en fait, le soir, j'ai pas envie de passer mon temps à bosser, mais plutôt de le passer avec lui. J'ai envie de passer mes week-ends avec mes potes. Ça veut juste dire que par contre, effectivement, la croissance de mon entreprise, Ah elle est moins rapide. si t'es pas à 100% du temps sur ton entreprise, c'est sûr que ça va moins vite. Et c'est aussi OK parce que en soi, tu vois, parmi les personnes que j'accompagne, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont en reconversion et qui gardent leur emploi et c'est une bonne chose parce qu'effectivement, pour pouvoir être bien dans sa vie, il faut aussi pouvoir se sentir en sécurité financière, tout ça. Donc, Tout à mais fait. par contre, il faut accepter que si tu consacres que 2 heures par semaine à ton projet, eh ben ça n'avancera que de 2 heures par semaine Ouais. et que tu peux pas avoir le même résultat que si tu es à plein temps même si à plein temps, tu réussis pas tout de suite et que ça va prendre un certain temps. Donc, forcément, ça, c'est aussi quelque chose qu'on a du mal à accepter au début. Tu parlais d'impatience, mais je pense que c'est même l'histoire simplement de se dire, je me projette dans quoi? Comme tu disais, le fait de se comparer, on a tendance à se comparer beaucoup, mais au final, par rapport à soi-même, quelles sont les étapes qu'on veut franchir? Combien de temps on se donne pour le faire? Et surtout, qu'est-ce qu'on a déjà fait derrière, tu vois? Parce qu'il y a beaucoup de Mm, 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 personnes qui mm. se lancent, qui mettent 6 mois au taquet et tout, et qui se disent, allez, c'est bon, ça va marcher. Et au bout de 6 mois, elles sont obligées de reprendre un travail, ou tu vois, et elles sont pas à l'aise avec ça. Alors qu'en fait, elles ont déjà fait beaucoup derrière, sauf qu'on est tout le temps en train de regarder devant, pas assez ce qu'on a déjà fait, alors qu'on a déjà avancé, on a déjà, en l'occurrence, passé certaines étapes qu'on va pas avoir besoin de repasser. Et comme tu le disais, on a besoin d'arriver pour arriver au kilomètre 42, faut bien passer par 28, 29, 30, 31 avant d'arriver à 42, quoi. Ouais, exactement. Ouais, super. Exactement. J'aime bien ce que Et tu du nous dis. coup, ah bah merci. Et Parce du coup, que- ta dernière question, c'est est-ce que j'ai des outils dont je me Ouais, passerai pas? Plein d'outils. Moi, je suis une meuf qui adore les outils. ça Les reprend. outils dont je me passerai plus, il y a pas mal d'outils LinkedIn, mais bon, donc je pense que c'est moins le cas ici. Non, un truc moi qui m'a changé la vie, c'est que moi je fais des réunions en visio avec mes clients et c'est d'avoir une IA de retranscription.
pour tes meetings. Franchement, mais quelle béquille incroyable d'être capable de revenir sur une conversation, d'avoir un résumé à la fin, de pas avoir à faire le CR. Pour moi, c'est des trucs qui me coûtaient. Donc vraiment, moi, j'utilise une solution française qui s'appelle Nuta. N2OTA que j'adore. Mais il y a plein d'autres, pour ceux qui font des réunions, il y a plein d'autres outils. Il y a Flight, il y a Phasm, il y a TLDV. Enfin, aujourd'hui, les solutions pullulent. Évidemment, j'utilise ChatGPT au quotidien. Euh, il y en a plein pour ma prise de rendez-vous Calendly, pour ma prospection, j'utilise des outils comme la grosse machine, etc. Mais bon, là, je pense que c'est moins le cas pour ton audience. Je réfléchis à des trucs non, un truc qui m'a changé la vie. Calendly a une extension sur l'ordinateur. Top. Donc en fait, tu peux aller mettre ton petit calendrier en extension et du coup, à chaque fois que quelqu'un te demande un rendez-vous, t'as qu'à cliquer sur l'extension, prendre le lien et paf, génialissime. Euh, non, non, mais je suis une meuf à outils, mais après des outils de CRM, j'adore Notion pour un peu avoir un pense-bête. Moi, j'utilise beaucoup les notes de mon téléphone. J'ai un Samsung, donc c'est l'outil Notes. Et non, je pense que c'est pas mal déjà. Ah bah carrément, tu m'étonnes. C'est déjà super. En tout cas, je te remercie beaucoup, Contrat rempli. Les 3 questions, super intéressantes et surtout, même si tu n'es pas conseillère en image, tu es entrepreneur. Et le fait que tu nous partages, tu vois, tes réflexions, je pense que si on extrait le côté métier conseiller en image, en fait, c'est quelque chose, comme on l'a vu, qui est vraiment en fait permanent dans le questionnement qu'on a quand on crée son entreprise. On a tous les mêmes objectifs, faire du chiffre d'affaires, avoir des clients. On a tous la même réflexion, le même parcours finalement entrepreneurial, d'état d'esprit. Moi, je parle beaucoup d'état d'esprit plutôt que de mindset pour éviter justement d'avoir trop de mots anglais. Parce que l'idée, c'est vraiment d'être le plus proche possible de toi qui regarde. Parce qu'en soi, tu n'es pas isolé. Et quel que soit le métier dans lequel on est, qu'on soit coach business plus générique comme toi, Dorothée, ou qu'on soit dans le conseil en image, en fait, on est dans l'accompagnement, on est dans l'entrepreneuriat et on a de toute façon les mêmes objectifs, les mêmes façons de penser, de réfléchir. Et c'est aussi pour ça que à partir de maintenant, tu es une des premières, Dorothée, les lives ne seront pas centrés que sur l'entrepreneuriat du conseiller en image ou du personnage shopper, parce que je veux vous montrer que finalement, les problématiques qu'on a en tant que personnage shopper, styliste personnel, etc., sont les mêmes que des interrogations qu'on a quand on est simplement entrepreneur, quel que soit le domaine. Et donc, merci beaucoup pour ton témoignage aujourd'hui. Je suis ravie Bah, d'avoir de pu rien. t'accueillir. Merci encore à toi, Dorothée, pour ta présence aujourd'hui, pour tous tes conseils. Et je te souhaite une très bonne après-midi et à très vite. Tu reviens quand Bah, tu veux. merci, avec plaisir. Merci de m'avoir reçu, c'était top. À Ciao! bientôt. Ciao. Voilà, c'est terminé. Comme vous avez pu l'entendre, et c'est ce que j'aime particulièrement chez Dorothée, elle a un enthousiasme, un dynamisme débordant et j'adore suivre ses posts sur LinkedIn. Si vous ne la connaissez pas, j'espère que cette petite présentation vous a permis de la découvrir. Filez voir son profil LinkedIn, allez voir les pépites qu'elle publie, c'est une femme à suivre. Je vous remercie énormément pour votre écoute, vous êtes toujours plus nombreux et c'est tellement flatteur et tellement une récompense pour le travail que je fournis avec le podcast. Alors merci à vous. Et comme je vous le disais en introduction, les portraits se suivent dans Happy Personal Shopping tout au long de l'été. Vous allez pouvoir découvrir chaque semaine un hors-série et donc un portrait d'invité que j'ai eu cette année dans les lives Instagram. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, je vous dis à la semaine prochaine, rendez-vous pour une nouvelle découverte, un nouveau profil inspirant pour vous qui êtes entrepreneur dans le conseil en images. Très bonne semaine, merci encore pour votre écoute. Pensez à partager l'épisode s'il vous a plu sur Instagram, sur votre plateforme d'écoute préférée et puis bien entendu à laisser une note et un commentaire. Merci encore et à la semaine prochaine. Bonne semaine.